Bonjour à tous, je m'appelle Reine Rescala, je suis présentement candidate à la maîtrise en droit des technologies de l'information à l'Université de Montréal et je suis récipiendaire de la bourse d'excellence de la chaire Allard Wilson pour l'année académique 2025-2026. C'est une bourse qui vise à encourager les travaux de recherche liés aux normativités numériques ou aux implants juridiques en droit du numérique. Mon projet de recherche porte sur la protection de l'identité visuelle des acteurs synthétiques à l'ère de l'intelligence artificielle générative sous la direction de la professeure Isolde Gendreau. Dans cette présentation, je vais d'abord situer le contexte technologique et industriel qui rend possible l'acteur synthétique. Ensuite, j'expliquerai la problématique juridique qui m'intéresse avant de dire quelques mots sur l'approche théorique, le cadre comparatif et les pistes d'harmonisation que j'envisage. Pour vous mettre en contexte, aujourd'hui, les studios de cinéma combinent de plus en plus l'intelligence artificielle générative avec la capture volumétrique et d'autres techniques de pointe pour produire des scènes sans la présence physique de l'artiste-interprète. On peut par exemple créer des doubleurs numériques photoréalistes d'acteurs vivants, les rajeunir numériquement ou encore reconstituer des clones post-mortem à partir d'archives visuelles et algorithmiques. Dans tous les cas, l'image de l'artiste devient un matériau numérique malléable qui peut être manipulé, combiné et réutilisé potentiellement à l'infini. Ces évolutions techniques transforment profondément la manière dont l'image de l'artiste interprète est produite, captée puis ultimement exploitée dans l'industrie audiovisuelle. Là où l'exploitation de l'image était historiquement liée à une présence physique sur le plateau et à une prestation concrète, on se retrouve aujourd'hui avec des doublures numériques qui circulent et se multiplient indépendamment du corps de la personne. L'identité visuelle de l'artiste devient donc, en quelque sorte, un actif numérique détachable, stocké, licencié et réutilisable bien au-delà du tournage initial. Donc, bien entendu, cette évolution pose des enjeux très importants pour les artistes-interprètes. D'abord, des enjeux de contrôle. Jusqu'où un acteur peut-il décider de ce qui est fait avec son image lorsqu'elle est transformée en double numérique, voire lorsqu'elle continue d'être exploitée après son décès? Ensuite, des enjeux carriérales. Comment est-ce qu'on pourrait concilier en fait la construction d'un parcours artistique avec la possibilité que des studios réutilisent une doublure dans des œuvres ou dans des contextes que l'artiste lui-même n'aurait peut-être jamais choisi? Enfin, des enjeux post-mortem. Qui décide, des héritiers ou des producteurs, de l'image d'un clone post-mortem dans une nouvelle production, parfois des décennies après la mort de l'artiste? Mais ces technologies ne concernent pas seulement les artistes. Elles ont aussi une énorme dimension économique pour les producteurs et les plateformes. Lorsqu'un studio parvient à transformer la présence d'un interprète en actif numérique, cet actif peut être réutilisé dans de multiples œuvres, licencié sur différents supports ou exploité bien au-delà du contrat initial. L'acteur synthétique devient alors un vecteur de valeur, parfois largement détaché du contrôle direct de la personne, dont l'image est à l'origine de ce double. Donc, dans ce contexte-là, mon projet de mémoire cherche à répondre à une question centrale. Les régimes juridiques existants en droit d'auteur, en copyright et en droit de la personnalité sont-ils capables de protéger de manière adéquate l'identité visuelle des artistes-interprètes face justement à cet essor-là d'acteurs synthétiques? Puis si ces régimes se révéleraient insuffisants ou fragmentés, comment est-ce qu'on pourrait penser à un noyau commun de protection qui reconnaisse à la fois la valeur économique de ces images générées par l'intelligence artificielle et leur ancrage dans la personnalité de l'artiste, y compris après son décès? Donc, la recherche se structure principalement autour de trois hypothèses: une fragmentation et une inadaptation du droit positif, un déséquilibre contractuel important entre studios et artistes-interprètes, puis enfin la nécessité de dégager un noyau commun de protection qui reconnaisse le lien entre la valeur économique et l'empreinte morale de l'artiste. Donc, pour traiter de cette problématique, j'adopte une approche à la fois critique et comparative. Sur le plan théorique, je m'inspire notamment des travaux sur la biopolitique de Foucault, puis la gouvernementalité algorithmique pour démontrer en fait comment est-ce que le corps de l'artiste devient cette source de données visuelles-là. Dans ce contexte, l'acteur synthétique apparaît comme une figure de désincarnation juridique
où l'image de la personne circule de manière autonome, mais reste quand même rattachée à une personnalité, à une histoire et à une dignité. Sur le plan comparatif, mon étude va porter sur 4 systèmes juridiques, étant la France, le Canada, avec une attention particulière à l'Ontario et le Québec, bien entendu, les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans chaque système, je vais examiner à la fois les droits de la personnalité et le droit à l'image, les droits voisins des artistes-interprètes, ainsi que les mécanismes de type right of publicity ou appropriation of personality selon les cadres préexistants. L'idée, en fait, est de voir comment est-ce que chaque tradition juridique qualifie, encadre et répond à la doublure numérique, puis aussi comprendre un peu les angles morts qui sont spécifiques et qui sont liés aux acteurs synthétiques, qu'ils soient vivants ou post-mortem. Ce qui rend le Québec particulièrement intéressant, c'est que lui-même, il se trouve au cœur d'un débat, en fait, qui n'est pas tranché sur la survie du droit à l'image après la mort. D'un côté, il y a une lecture dominante qui dit que puisque le droit à l'image fait partie du droit à la vie privée, il disparaît avec la personne. De l'autre, une partie de la doctrine soutient plutôt que la dimension économique de ce droit pourrait continuer d'exister pendant un certain temps, un peu à la manière en fait d'un droit d'auteur. Concrètement, pour les héritiers, l'utilisation de l'image d'une personne décédée et la création d'un clone numérique se joue aujourd'hui en fait dans une sorte de zone grise, donc il n'y a pas vraiment de certitude juridique qui l'entoure. Donc, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, il y a quand même un contraste qu'on peut observer. Dans certaines provinces de common law, notamment justement l'Ontario, les tribunaux ont reconnu un recours fondé sur l'appropriation de la personnalité transmis aux héritiers qui ressemble à un véritable actif exploitable. Donc, on le comprend par la succession. En France, le droit à l'image reste officiellement rattaché à la vie privée, ce qui milite contre une protection posthume automatique, bien entendu, mais certaines décisions et certains auteurs admettent que l'aspect patrimonial de ce droit puisse se prolonger après le décès. Quant aux États-Unis, ils poussent un peu plus la logique patrimoniale plus loin avec ce qu'on appelle le right of publicity. Dans plusieurs États, la personnalité et donc l'image peut être protégée pendant des dizaines d'années après la mort, parfois sur des durées comparables aux droits d'auteur, avec des lois pensées pour justement encadrer l'exploitation commerciale de célébrités décédées et de répliques numériques générées par l'intelligence artificielle. Cela crée une sorte d'environnement, en fait, où certaines juridictions encouragent cette industrie-là qu'on appelle le zombie celebrity, alors que le Québec hésite encore à reconnaître clairement une protection posthume, même limitée à l'aspect économique. C'est dans cet écart-là, entre les systèmes, que mon mémoire vient se situer. Donc, en mettant en dialogue un Québec qui est un peu plus prudent, des provinces de common law qui traitent déjà l'image comme un actif transmissible, puis des États américains ainsi que la Grande-Bretagne qui, en fait, vont assumer un peu plus cette exploitation de la personnalité. L'objectif est justement de tester l'idée d'un noyau commun de protection pour l'acteur synthétique. Donc, un peu comme je l'ai dit un peu plus tôt, le mémoire va être structuré en 2 grandes parties. Principalement, une première sur la construction juridique de l'identité visuelle de l'artiste-interprète à l'ère de l'acteur synthétique, puis une seconde sur les insuffisances des régimes existants et les pistes d'harmonisation. La seconde partie s'attarde notamment au consentement, à la création d'une doublure d'intelligence artificielle, à la réutilisation du double dans de nouvelles œuvres et à la figure de ce qu'on a appelé tout à l'heure l'acteur zombie, donc un peu le clone post-mortem exploité comme actif. Un enjeu central de l'analyse tient, comme vous l'aurez compris, à la question du consentement. Donc, dans la pratique contractuelle, bien entendu, les artistes vont souvent signer des cessions de droits qui sont quand même assez larges, qui vont autoriser l'exploitation de leur image sur tout support, pour toute finalité, parfois sans limite temporelle claire. Dans un contexte d'intelligence artificielle générative, ce type de clause, ce type de contrat en tant que tel rend difficile l'idée d'un consentement spécifique
et granulaire à la création d'un double, à sa réutilisation ou à son utilisation pour l'entraînement de modèles. Un autre enjeu majeur concerne la protection post-mortem. Au Québec, la survie du droit à l'image après le décès reste controversée, alors que, comme on l'a vu un peu plus tôt, dans d'autres systèmes comme certains États américains, la personnalité est traitée comme un véritable droit de propriété fortement exploitable après la mort. Enfin, face aux tensions qu'on vient de citer, le projet va viser à proposer des pistes d'harmonisation. D'une part, en repensant le consentement et les contrats autour d'un consentement qui est un peu plus granulaire, donc en ce qui est de la création du double numérique, la réutilisation dans de nouvelles œuvres, l'entraînement des modèles, l'exploitation post-mortem. D'autre part, en suggérant la reconnaissance d'un noyau minimal de droit de la personnalité qui subsisterait en fait dans l'acteur synthétique, permettant une sorte de droit d'opposition à certains usages dégradants ou contraires à la mémoire de l'artiste, même lorsque l'actif numérique appartient au producteur. Enfin, le projet va explorer la possibilité de convergence entre tous les systèmes de protection de l'identité visuelle. L'idée que je défendrais, c'est que l'acteur synthétique ne peut pas être réduit à un simple actif économique détaché de la personne et que l'intelligence artificielle ne peut pas et j'espère, ne va pas faire disparaître le droit à l'image, mais va plutôt révéler en fait les limites puis les angles morts, ce qui va rendre encore plus intéressant une articulation des régulations afin de tenir en compte la valeur économique, l'empreinte morale, puis la dignité de l'artiste-interprète. Ça va être tout pour moi. Merci beaucoup.